Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, on est ensemble jusqu'à 9 h, mais pour l'instant il est 8 h 16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Clément Lericous. Il est conseiller national du MoDem Bretagne, également membre du bureau Ille-et-Vilaine du MoDem, et il est venu spécialement pour être en direct avec nous ce matin de Pleurtuis, je crois. Exactement, merci pour votre invitation. Et bonjour, et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on va parler politique, vous vous en doutez ce matin, et on va parler, j'ai l'impression un peu de, je le dis à chaque fois au micro, de me répéter, parce que c'est vrai que l'actualité politique, elle tourne beaucoup en ce moment autour du budget, ou plutôt de ce qui pourrait être le nouveau budget, avec une difficulté pour le voir arriver, ce budget, en tout cas dans le temps imparti, puisque avant la fin de l'année, la France doit avoir voté, en tout cas adopté ce budget. Aujourd'hui, c'est assez nébuleux. Il y a beaucoup d'amendements qui ont été votés, en tout cas qui ont été voilà, on a eu quelqu'un qui a frappé à la porte. Je le dis pour nos auditeurs, voilà, comme ça nous fait un petit peu des voilà. Alors, je reviens sur ce budget donc qui n'est toujours pas adopté, mais plusieurs amendements ont été discutés à l'Assemblée nationale. Est-ce que pour vous, on arrivera à avoir le budget avant la fin de cette année ? Je pense que c'est une responsabilité commune. Il faut qu'on ait un budget. Nos entreprises et nos entrepreneurs ont besoin de savoir à quoi s'attendre sur 2026. Je rappelle que le budget, quelquefois, peut être rétroactif s'il est pris en charge trop tard. Aujourd'hui, on a besoin d'un budget, la France a besoin d'un budget. L'Assemblée nationale discute des amendements et discute de ce budget. Je trouve que c'est très sain. Je trouve que ce qui se passe aujourd'hui, contrairement à beaucoup de personnes qui considèrent que c'est compliqué, ça marche pas bien, c'est très sain. On a eu des élections législatives, je rappelle, suite à une dissolution, qui n'ont pas amené le résultat que j'escomptais forcément, ni celui du président de la République, mais aujourd'hui, les Français ont parlé. Je rappelle qu'aux élections législatives, on a quand même eu une participation massive des Français. Il faut le rappeler, tout le monde parle d'un échec de ces élections législatives. Moi, je vois une bonne chose, c'est que les gens sont partis voter. Les Français ont parlé et en gros, nous ont dit à tous, responsables politiques, parlez ensemble. Parlez ensemble, personne n'a de majorité, ça vous oblige à faire des compromis. Aujourd'hui, ce qui se passe au Parlement, c'est qu'on discute d'un budget, on discute de compromis. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est les postures politiciennes de certains partis qui disent bon bah si j'ai pas 100% de ce que je veux, je ne voterai pas. Vous visez un peu les partis de gauche dans vos propos. Je vise tout le monde en particulier et personne en particulier. Aujourd'hui, certains disent bah moi s'il n'y a pas 100% de mes propositions, je ne voterai pas. Je veux dire si au centre on est quand même, et au MoDem particulièrement, pro-compromis, on l'a été depuis toujours, quand on était très minoritaire et maintenant qu'on est moins minoritaire. On a été majoritaire, enfin du moins le centre, avec nos alliés du bloc central, mais aujourd'hui, effectivement, on n'est plus en majorité, mais on a des majorités qui sont relatives. Après, il faut discuter avec tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est très sain. Quand des amendements sont votés, et Dieu sait que ce sont mes adversaires politiques, mais en alliant les voix de l'extrême gauche et les voix de l'extrême droite, eh ben écoutez, le Parlement a parlé, c'est aussi ça le parlementarisme. Au MoDem, vous le savez, et c'est pas un secret, on est pour avoir un Parlement plus fort. Et aujourd'hui, voilà, le Parlement parle, le Parlement discute et le Parlement travaille. C'est ce qu'avait demandé François Bayrou, accessoirement, il y a quelques temps. Alors justement, François Bayrou avait parlé aussi, alors je fais une petite insertion comme ça autour de la proportionnelle, puisqu'il était question à un moment quand même de faire revenir la proportionnelle dans le jeu politique. Là aussi, pour essayer de donner un petit peu d'air à la démocratie. Voilà, on se cache pas, au MoDem on est pour la proportionnelle, on a mis ça dans le pacte d'alliance en 2017 avec Emmanuel Macron, elle est malheureusement, et je le regrette, toujours pas mise en place. François Bayrou a essayé de travailler avec les partis quand il était Premier ministre, mais il y a eu d'autres sujets qui se sont passés devant, dont le budget, et on lui a refusé ce vote de confiance. Mais effectivement, la proportionnelle amènerait un résultat tel qu'il est aujourd'hui, et ça oblige les partis à discuter ensemble. À titre personnel, j'ai toujours été contre le fait qu'un seul parti ait la majorité. Si un seul parti a la majorité, il peut ne pas discuter avec les autres. Or, les autres ont quand même eu des voix des Français et représentent les Français. Donc, à un moment, il faut qu'on discute tous ensemble, et effectivement, la proportionnelle, pour moi, et pour nous, est la bonne solution.
attendons qu'elle soit mise en place, espérons. Voilà, on va peut-être aussi attendre que le budget soit voté ou en tout cas adopté. Alors, c'est la priorité. C'est la priorité. Alors, justement, sur cette adoption du budget, on entend depuis quelques jours une petite musique qui tente à dire si le budget n'était pas adopté au Parlement, voilà, s'il y a un blocage en quelque sorte, le président de la République pourrait décider avec le Premier ministre d'adopter le budget par ordonnance. Est-ce que pour vous, c'est un acte manqué, l'ordonnance, finalement? On ne va pas jusqu'au bout de la discussion? C'est ce qu'on peut faire de moins pire, encore une fois. Et on a une urgence pour le pays, c'est d'adopter un budget. Je rappelle que le budget, ça touche des gens, ça va toucher les retraités, ça va toucher les partenaires sociaux, ça va toucher les entreprises. Encore une fois, les entreprises qui doivent payer leurs salariés, mais qui ne savent pas comment elles le feront et sous quelles conditions. Les entreprises ont déjà fait leur budget. Pour l'année prochaine, généralement, ils sont finis ou ils sont en train d'être finis discutés au moment où on parle. Et l'État, lui, ne l'aurait, dans le meilleur des cas, qu'à fin décembre. Donc oui, on a besoin de ce budget, c'est vraiment la priorité. Alors, là, il y a une discussion, hein, c'est ce qu'on disait à l'Assemblée nationale, avec beaucoup d'amendements. On voit quand même que le climat est assez tendu à l'Assemblée nationale. Alors, vous me direz, c'est le jeu démocratique, mais on a quand même l'impression que le climat est très tendu. Alors, particulièrement avec les partis de gauche. Alors, on peut pas parler de LFI, le PS qui essaie de faire un petit peu la balance, dont on dit que le PS essaie de négocier quelque part avec Sébastien Lecornu pour éviter ce qui pourrait ressembler à une censure. On a l'impression d'être un peu sur un fil, une corde raide. Oui, c'est difficile. Les parlementaires de notre parti nous le disent bien régulièrement, c'est extrêmement difficile. C'est pas difficile que depuis 3 mois, hein. Même avant la dissolution, c'était difficile parce qu'on n'avait pas de majorité claire, je le rappelle aussi. Mais en même temps, il faut y passer. Après, il y a différentes choses. Il faut voir des partis de blocage. LFI a été un parti de blocage, le dit, le répète. LFI veut une dissolution, LFI veut une démission de président de la République et veut même une nouvelle constitution. Voilà, 6e République. Ils ont été clairs dans leurs propos. Eux, ils veulent bloquer. Je le regrette, je trouve pas ça responsable vis-à-vis des Français. On est élu par les Français et par tous les Français. On représente tous les Français, même si on représente ses électeurs, mais aussi les autres. Et on a une responsabilité vis-à-vis de tout le monde. Par contre, le Parti socialiste, aujourd'hui, est un parti de gouvernement. Ils l'ont dit, du moins, qui est prêt à gouverner, qui a gouverné, qui est prêt à gouverner. Pas du gouvernement actuel, mais c'est un parti de gouvernement. Je pense qu'ils doivent aussi être responsables et aujourd'hui, leur attitude est un petit peu complexe. LFI ne les comprend pas. Est-ce que nous, on les comprend bien? Je ne sais pas. Aujourd'hui, ils sont un petit peu entre deux eaux. Il faudrait qu'ils clarifient. Encore une fois, ils ont tout à fait le droit de dire qu'ils sont pour des propositions et contre des propositions. Mais être en se disant, au niveau du budget, si tout n'est pas dans mon sens, j'ai pas de taxe du Zuckman. Encore une fois, c'est le Parlement qui l'a décidé. C'est pas le gouvernement qui a dit oui ou non. Le Parlement est là, le Parlement a voté. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas, le Parlement représente les Français, le Parlement a été élu, donc aujourd'hui, il serait en responsabilité des socialistes de dire, écoutez, le Parlement a décidé, pas dans mon sens, ça arrive, mais ça arrive que ce soit pas dans le sens du groupe Les Démocrates, des députés Modem non plus, et encore une fois, on fait preuve de responsabilité, on dit, écoutez, le Parlement a parlé, maintenant on vote tous ensemble. Et puis, il y a le Rassemblement national, dont on dit qu'il est un allié assez fidèle du président de la République. En tout cas, c'est les observateurs qui le disent, ou plutôt aussi du gouvernement plus largement. Est-ce que là aussi, alors, on sait que le Rassemblement national, dans les derniers sondages, est crédité quand même de pouvoir arriver au 2e tour de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a une inquiétude dans le bloc central et plus particulièrement au Modem de cette poussée du Rassemblement national? Je vais être très rapide dans ma réponse, oui, mais elle n'est pas d'aujourd'hui. L'inquiétude, elle est depuis des années. On voit bien que le Rassemblement national monte. Le Rassemblement national était au 2e tour des dernières élections présidentielles, des élections présidentielles d'avant. Je rappelle que quand Jean-Marie Le Pen est au 2e tour des élections présidentielles, il y a eu des manifestations dans toute la France. Il n'y en a plus aujourd'hui. On est plus choqués. On est plus choqués par le fait que le Rassemblement national soit au 2e tour. C'est rentré finalement dans les mœurs où les Français se disent finalement on a essayé la droite, on a essayé la gauche, ça marche pas, pourquoi pas le RN? L'histoire a montré que d'essayer des choses qui sont un petit peu baroques, sous prétexte qu'on les a pas essayées, n'a pas forcément été la bonne solution. Est-ce que moi, ça me concerne personnellement? Je vais vous dire, le RN, moi, ça me concerne personnellement et ça me fait peur. Mon engagement politique au Modem ces dernières années est lié justement pour essayer de freiner la montée des extrêmes, notamment l'extrême droite. Je vais vous dire très clairement pourquoi.
aux dernières élections législatives, j'ai 2 enfants qui ont 8 et 10, enfin qui ont maintenant 10 et 12, mais qui avaient 8 et 10 ans. Et aux dernières élections législatives, j'ai dû leur dire, écoutez, si le Rassemblement national passe, vous êtes binationaux, vous ne pourrez pas faire le métier que vous voudrez. Voilà la réalité, ce qui se passe dans les familles aujourd'hui. Donc, on peut toujours dire, oui, le Rassemblement national, c'est pas grave, le Rassemblement national, on n'a pas essayé. Quand on les écoute aujourd'hui, quand on les écoute parler de l'immigration, et l'immigration, c'est pas, c'est des gens qui viennent du monde entier, et des gens dont on a besoin en France, je pense. Il faut le réguler, il faut faire attention, il faut pas faire n'importe quoi. Ça, c'est évident. Il y a des choses qu'il faut faire. Je suis pas du tout de ceux qui disent ouvrons la porte, tout est bon. Non, on peut pas ouvrir la porte, malheureusement. Si on pouvait, et qu'on était assez riche et qu'on n'avait pas de problème en France, on pourrait le faire plus facilement. Cependant, on sent que c'est une marotte du Rassemblement national. Dès qu'on parle de quelque chose, de toute façon, c'est la faute de l'immigration. Bah, c'est pas la réponse à tout. On a un problème en France, l'immigration. Non, c'est pas le sujet. Alors justement, là il y a eu des images à l'Assemblée nationale hier qui ont été relayées par un média quand même plutôt proche de l'extrême droite, le média Frontières. On a vu ces jeunes filles, très jeunes filles voilées, qui assistaient en fait à la séance. Il y a eu une forme de rappel à l'ordre de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Est-ce que ça vous a choqué cette image, vous ? Moi, ce qui me choque, c'est la polémique de ce matin, qui va ramener une polémique sur le voile. Qu'on ait une discussion franche, honnête sur le voile, oui, ayons-la, il n'y a pas de problème. La laïcité, qu'est-ce que c'est ? Quand on parle de l'immigration, il y a une des choses qui est compliquée pour les personnes qui viennent en France, mais pas que les personnes qui viennent du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord ou d'Afrique. Des Anglais qui viennent en France, des Polonais qui viendraient en France, ou même des Allemands ou des Américains. Encore plus, c'est la laïcité. Laïcité, c'est un concept extrêmement complexe. Laïcité à la française, parce qu'il y a d'autres pays laïques, mais la France a une spécificité dans sa laïcité. C'est compliqué de la faire comprendre, c'est compliqué d'expliquer ce que ça veut dire, et c'est compliqué d'expliquer jusqu'où ça va. Maintenant, pour avoir une réponse sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée, aujourd'hui, il y a des lois de l'Assemblée nationale sur les gens qui viennent écouter le Parlement. Les lois ont été apparemment respectés. S'ils ont respecté les lois, voilà. Si on veut faire changer la loi, on a une discussion sur les règles de présence à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je vais pas blâmer les personnes qui ont été en respectant les règles. Maintenant, si les règles ne sont pas les bonnes, qu'on les change. Mais la discussion aujourd'hui, parler du voile parce qu'on a vu quelques personnes qui avaient le voile à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, voilà, la discussion elle est plus profonde que ça, et je pense que la survoler avec des petites phrases ou des petites anecdotes, pour moi, c'est pas le bon sujet. Pour vous, c'est une forme de stigmatisation quelque part, on pourrait employer ce mot? C'est plus compliqué que ça. C'est pas. Mais on a un épiphénomène duquel on peut discuter. Je vais vous dire, si on a une personne qui va au lycée avec un voile, et ben aujourd'hui maintenant elle ne peut plus avec un voile. Il y a eu cette discussion il y a quelques années. Maintenant les choses sont claires, les choses sont acceptées par tout le monde. Voilà, la règle est précise. Faisons une règle précise qui fait en sorte qu'on ait plus ces polémiques, tout simplement. Justement, ça nous amène aussi à parler un petit peu de politique étrangère. Ça ne vous aura pas échappé que New York a élu son nouveau maire, un maire musulman, un maire issu de l'immigration précisément, dans un pays certainement beaucoup plus fracturé que la France, et avec un Donald Trump qui ne décolère pas, il faut bien le dire. Là aussi, vous surveillez, en tout cas, l'homme politique que vous êtes, regarde de l'autre côté de l'Atlantique, s'inquiète de ce qui s'y passe. Alors toujours, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, parce que souvent ce qui se passe aux États-Unis arrive chez nous avec quelques années de décalage, donc c'est toujours important de voir les choses à l'avance. Sur le nouveau maire de New York, parlons clairement, on dit un maire musulman, mais en fait peu importe qu'il soit musulman, chrétien ou qu'il n'ait pas de religion, ça n'importe pas. Qu'il soit issu de l'immigration. C'est plutôt la symbolique qui... Oui, j'entends, mais le fait, ce que je veux vous dire, c'est que le fait qu'on caractérise les gens par leur origine ou leur religion, bah pour moi, ça devrait être epsilonième dans le sujet. Qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui? On voit ce qu'il propose aux New-Yorkais. Est-ce qu'il sera capable de le mettre en œuvre? Ça, c'est la grande question. Il va subir des blocages. Les démocrates américains sont assez partagés sur le fait que ce soit possible ou pas. Mais en tout cas, s'il essaye et s'il y arrive, on le saluera tous dans les prochaines années, et je lui souhaite bonne chance. Sur Donald Trump, on voit un Donald Trump très va-t-en-guerre, mais qui à la fois veut arrêter les guerres. On l'a vu au Moyen-Orient, on le voit aussi avec la guerre en Ukraine, même si les délais qu'il avait fixés sont un peu allongés, il faut bien le dire. Pour vous, Donald Trump, c'est quoi? C'est un homme politique qui peut peser, ou c'est vraiment voilà, celui qui arrive avec les gros bras, qui dit je vais tout contrôler, je vais aussi contrôler le commerce? On pourra en dire un mot tout à l'heure.
c'est c'est le gros bras qui arrive, qui veut tout contrôler, c'est évident. Après, est-ce qu'il y arrive, est-ce qu'il y arrivera, là est la grande question. Je pense que le président de la République arrive à avoir une relation et arrive à avoir des discussions avec le président américain, ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Maintenant, il faut qu'on ait une Europe forte pour contrer une Union européenne forte. Vous savez qu'au Modem, on est pro-Union européenne et on le restera, et c'est vraiment ancré dans notre ADN. Une Union européenne forte pour arriver à contrer les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis étaient un allié de facto, aujourd'hui n'est plus un allié. Par contre, il faut pas oublier que les États-Unis, sous n'importe quel président des Américains, ont joué l'Amérique d'abord. C'est une chose qu'ils ont toujours joué. C'était plus ou moins dit. Aujourd'hui, c'est clair et c'est évident. Faut adopter finalement l'Europe d'abord de notre côté aussi pour bien montrer notre ancrage et le fait de pouvoir défendre des valeurs. J'aimerais, je le souhaite. Autant sur la partie économique, je pense que là-dessus les choses ont quand même beaucoup avancé, que sur la partie politique et sur la partie militaire. Aujourd'hui, vous parliez de l'Ukraine, on a un vrai enjeu sécuritaire en Europe. Je vous le dis parce que j'ai vécu dans les pays baltes notamment, où je vais très régulièrement. J'y étais encore cet été, j'y étais 3 fois cette année, en Estonie, et on sait très bien que l'Estonie c'est le pays qui demain sera envahi si jamais la guerre en Ukraine se finit. Enfin, du moins c'est ce qui est prévu par les conseillers militaires aujourd'hui, et c'est le plus grand risque de l'OTAN. Oui, je pense qu'il faut faire attention. En France, j'ai l'impression qu'on n'est pas assez concerné par ce sujet qui nous concerne tous aujourd'hui et demain. Les Polonais, si vous discutez avec des Polonais, ils se disent pas est-ce que ça va se passer? Ils se disent quand ça va se passer. Mes amis baltes, avant 2014, me disaient on a toujours le souffle chaud de la Russie dans le cou. Je me rappelle leur avoir répondu, mais attendez, vous faites partie de l'OTAN, l'Union européenne, il ne vous arrivera rien. Je ne suis plus catégorique aujourd'hui. Et quand on y retourne, aujourd'hui, il ne se pose pas la question de si la Russie va les envahir, mais quand. Et comment nous on peut répondre finalement? C'est ça la réponse qu'il faut apporter, c'est essayer alors c'est peut-être un terme un peu guerrier, mais remilitariser l'Europe, avoir une coopération entre les différents États européens. Alors l'Europe se remilitarise, quand on voit les investissements faits notamment par la Pologne, pour parler des pays frontaliers, les pays baltes aussi investissent. Il y a vraiment beaucoup. La remilitarisation a lieu aujourd'hui. Par contre, est-ce qu'il faut qu'on soit plus coordonnés et plus concernés? Je pense qu'il faut simplement qu'on soit plus concernés. On voit bien que les Allemands sont plus concernés que nous. Les Français, on est peu concernés. Les Anglais, assez peu. Les Espagnols, plus on s'éloigne de la frontière, moins on semble concerné. Or, je rappelle qu'un missile va très vite chez nous et que Kaliningrad est quand même pas très loin de la France. D'autant que Vladimir Poutine a présenté ses nouveaux missiles il y a quelques jours qui font quand même froid dans le dos, il faut bien le dire. À tel point que ça a déclenché du côté des États-Unis des essais de missiles, des essais nucléaires en tout cas, ce qui ne s'était pas produit depuis de longues années. Donc on rentre dans une forme d'escalade là. Mais c'est ce que je veux dire. Est-ce que ça va dans le bon sens? Pas forcément. Je pense qu'à un moment, le mieux, ce serait qu'on arrive à montrer assez de force pour ce qu'en face, on se dise, mon intérêt n'y est pas. C'est ce qui se passe, Pourquoi Taïwan aujourd'hui est encore indépendant? C'est parce que les Américains ont toujours dit, on le défendra, donc la Chine n'a aucun intérêt à perdre ça. Plus d'autres produits, notamment les circuits micro-imprimés qui sont faits sur Taïwan. Mais effectivement, il faut qu'on soit tous ensemble, alliés, et qu'on fasse qu'un seul bloc. Aujourd'hui, malheureusement, l'Union européenne est un petit peu fracturée. On a le sentiment aussi qu'il y a un grand changement géopolitique. Avant, il y avait des blocs très identifiés. Là, aujourd'hui, on a un changement politique avec, évidemment, Vladimir Poutine qui essaie de reconstituer une forme d'empire, qui s'adjoint les BRICS, comme on en dit, les pays émergents. Alors, je ne sais pas s'il se les a adjoints, du moins, il essaye. Il essaye, voilà. Oui, je précise bien, il essaye. On a à côté de cela la Chine qui veut marquer aussi de son empreinte cette géopolitique sur d'autres domaines aussi. Là, on passe de la guerre à l'économie. On a vu avec, et je pense que vous allez évoquer la question, Shein qui s'installe en France, une forme de dumping économique qui nous échappe quelque part. Enfin, en tout cas, on a l'impression que ça nous échappe. Alors oui, ça nous échappe, mais encore une fois, on se réveille aujourd'hui. Ça fait des années que les choses se passent, ça fait des années que les choses arrivent, et si on prend le cas Chine, alors on a cette ouverture au BHV aujourd'hui à Paris qui fait grand bruit, c'est la première boutique en Europe. Est-ce que le BHV a raison? Je pense pas. Maintenant, est-ce qu'on peut voir qu'il y avait des queues hier pour aller acheter des produits chinois au BHV? Oui.
Donc ça veut dire qu'ils répondent à un besoin. Là, Ils répondent à un besoin, mais ce que je dis toujours, c'est qu'on a le citoyen qui a des avis, et on a le consommateur qui a généralement un portefeuille, un porte-monnaie qui n'est pas forcément du même côté que le côté citoyen. J'aimerais qu'on soit aussi on est tous des consommateurs. À un moment, on est des consommateurs, on a de l'argent, et ben à nous de décider où on veut le mettre. Effectivement, Chine vend des produits de fast fashion, même s'ils s'en défendent. Dans la réalité, ça l'est. Quand on a des t-shirts à 1-2 euros, effectivement, c'est dur de concurrencer avec une boutique normale et avec des produits de meilleure qualité, mais les gens préfèrent acheter. Et je pense que le problème vient de notre acte de consommation à la base. On préfère acheter depuis plusieurs années des produits pas chers qu'on va changer tous les 2 mois, 1 mois, voire 2 semaines. On va mettre un t-shirt 2 fois, on est content et puis on le jette parce que de toute façon c'était pas cher. L'acte est un petit peu complexe. Il y a un impact écologique aussi. Alors je pousse un peu le raisonnement, mais il y a un impact écologique. On sait que beaucoup de vieux vêtements, pour parler crûment, se retrouvent dans des pays sous-développés, provoquent de la pollution et bien d'autres problèmes. Là aussi, il faudrait que l'Union européenne dise stop, ça ne va plus. Alors déjà, essayer de faire adopter, en France, on a des lois pour réguler notamment les invendus et puis détruire systématiquement, etc. Alors ça a d'autres impacts qui sont effectivement de les envoyer dans d'autres pays où la législation est pas tout à fait la même et qui peuvent nous arranger. Mais bon, on l'a fait avec des bateaux il y a quelques années qu'on envoyait en Inde se faire démanteler parce qu'on voulait pas le faire chez nous. On a tendance à envoyer nos déchets et nos poubelles dans les endroits où les législations sont moins complexes. Ça a toujours été un problème, ça l'est encore et c'est un sujet à traiter. Mais l'angle de l'écologie, effectivement, il est important. On voit bien, on a démarré la nouvelle conférence sur le climat au Brésil hier ou aujourd'hui. Aujourd'hui, elle démarre. Et on voit bien que les échéances ne sont pas atteintes. On n'a pas atteint ce qu'on voulait faire avec la COP21 et l'accord de Paris. On voit bien que les États-Unis sont contre. Les Chinois, eux, ont travaillé. Il faut aussi redonner aux Chinois ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur ce sujet-là. C'est pas encore parfait, loin de là, mais du moins, ils ont travaillé, alors que les Américains ont dit, nous, on en sort 2 fois avec Donald Trump et voir le réchauffement climatique n'existe pas, ce qui est un non-sens scientifique, mais encore une fois, c'est... Voilà, Donald Trump qui a retiré des crédits à différentes agences américaines qui travaillent autour de l'environnement. Là aussi, c'est inquiétant de retirer des crédits, de bloquer un peu l'information, en tout cas de la biaiser ou de l'étouffer. Alors c'est extrêmement inquiétant parce que les Américains étaient à la pointe de beaucoup d'études, qu'aujourd'hui il y a des données qu'on perd et qu'on ne récupérera jamais. Si vous voulez se mettre un voile devant les yeux pour dire regardez, il n'y a pas de problème, pour moi c'est pas la solution. Alors, je reviens deux petites minutes sur Shein et son ouverture au BHV. Il y a eu aussi cette polémique autour du géant chinois, dont on ne sait pas d'ailleurs qui est le propriétaire. Hein. C'est très complexe. Néanmoins, il y a une action de justice suite à ces poupées enfantines, pédopornographiques, on pourrait le dire comme ça, on peut dire. qui circulent, qui ont été achetées d'ailleurs par des clients, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Là aussi, il y a le contrôle des produits qui entrent et la législation autour de ces produits. Complètement. L'affaire des poupées, effectivement, pédopornographiques, c'est un scandale. Il faut dire les choses comme elles sont, c'est scandaleux. Ça doit être poursuivi. Si ça amène à la fermeture du site internet de Chine, ça doit l'être. Après, rappelons ce qu'est Chine, c'est une plateforme de revente. Hein. C'est pas Chine qui vendait ces produits-là, mais d'autres producteurs qui vendaient via la plateforme Chine. Mais bon, il n'empêche qu'ils sont marketplace, mais ils sont responsables. Si ça avait été sur Amazon, et j'espère qu'on ne trouvera jamais ça sur Amazon, ça serait la même sanction, ou sur n'importe quel autre marketplace, y compris des marketplaces françaises. Donc il n'y a pas de question. Ça pose la question du contrôle finalement, d'arriver à contrôler. C'est une vraie question. J'entendais ce matin que je crois 2% des produits, notamment des jouets qui sont vendus par certaines marketplaces chinoises, respectent les normes CE. C'est tout à fait anormal. C'est-à-dire que 90% des budgets, alors encore une fois le chiffre je l'ai entendu ce matin sur une de vos radios concurrentes, est-ce qu'il est réel? C'est pas le mien, mais en tout cas ça pose un vrai problème. On a des normes très strictes en Europe et je pense qu'elles nous protègent nos enfants, protègent notre alimentation, etc. Il faut faire en sorte que ces normes soient respectées.
On va revenir un petit peu au local, parce que c'est important aussi, la démocratie locale. Il va y avoir bientôt des municipales les 15 et 22 mars prochains, sauf voilà, dissolution, mais enfin on n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est le 15 et le 22 mars prochain. Voilà, ça n'a pas bougé. On voit que le centre s'investit évidemment beaucoup dans ces élections d'une manière générale, ici en Bretagne en particulier, avec là encore la montée du Rassemblement national, l'organisation du Rassemblement national autour de ces élections. Et est-ce que finalement le centre a intérêt quelque part à s'allier avec la droite classique, LR pour ne citer que, pour essayer de peser un peu plus? Alors, je vais vous répondre de manière très directe, oui et non, ou plutôt non. C'est une réponse de Normand, ça. Oui, alors, je vais plutôt dire non. Je vais expliquer pourquoi on n'a pas d'alliance systématique à avoir avec un parti ou un autre. Chaque ville est complètement différente. Il y a des villes de moins de 9000 habitants. Et dans une ville de moins de 9000 habitants, aujourd'hui, c'est pas l'étiquette qui compte. C'est la personne, le projet et les équipes. Je suis de ceux qui pensent que malgré tout, c'est bien de se situer sur l'échiquier politique. À savoir que les gens aiment bien savoir si on représente l'extrême droite, l'extrême gauche ou une autre tendance, ce qui est toujours important. Mais effectivement, il faut distinguer les grandes villes. Si on prend une ville comme Rennes, c'est une ville qui est très politisée. C'est une ville où effectivement les étiquettes comptent. Et les alliances doivent aller là où elles sont. Si on prend des villes comme Saint-Brieuc, Saint-Malo, Lorient, les alliances sont pas forcément dans le même sens. Et aujourd'hui, il faut pas avoir d'alliance systématique avec l'un ou l'autre. Il faut se coller un projet à une personnalité. Si on a une personnalité, peu importe de quel bord elle soit, à partir du moment où le projet colle avec nos idées et qu'on peut faire avancer la ville, c'est là où il faut aller. Alors on voit que c'est fracturé à gauche, on voit que c'est fracturé à droite. J'ai l'impression là encore de me répéter. Est-ce que finalement cette fracturation du paysage, elle va peser aussi sur ces élections municipales ? Pas autant qu'on pense. Sur des élections législatives, oui. Très clairement, on vote pour un parti, on vote pour une tendance, on vote pour un Premier ministre. À la fin, c'est ce qu'avaient fait certains partis la dernière fois. Pour les élections municipales, on vote pour un maire. Le maire, c'est quand même l'élu de proximité, c'est quand même l'élu apprécié des Français. C'est l'élu qui va venir vous voir quand il y a un problème. Quand il y a un décès dans une ville, c'est quand même le maire et ses adjoints qui vont constater. Enfin, il y a des choses quand même de proximité qui touchent vraiment les gens sur la personnalité du maire et de ses adjoints. Et je pense qu'on n'est pas sur des postures politiques et politiciennes sur ces sujets-là. Donc non. On l'a vu de l'actualité dramatique et récente hier avec ce drame sur l'île d'Oléron, ce chauffard, je sais pas comment on peut le qualifier, qui a... Personne ne sait encore comment le qualifier. Voilà, il a été auditionné. Bon, pour l'instant, on attend un petit peu les nouvelles, mais est-ce que là aussi, c'est important qu'un maire soit aux côtés de sa population, qui soutienne, là encore, en dehors de toute étiquette politique, parce qu'on a vu quand même que c'était les maires des communes avoisinantes qui se sont exprimés finalement en dehors du ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place. Bien sûr, parce que le maire a pouvoir de police sur sa ville, il faut le rappeler. Le maire est le relais et généralement les services municipaux sont mis à contribution. Les services de pompiers, c'est aussi des habitants dans ces villes-là. C'est pas forcément tous des professionnels. Enfin voilà, oui, le maire est vraiment la partie centrale et la partie qui va réunir toute la population lors des moments de crise particulièrement. On l'a vu pendant le Covid. Les maires étaient vraiment les premiers sur le terrain et les premiers à organiser toutes les mesures nécessaires à la lutte contre le Covid. Donc oui, le maire est essentiel et considéré encore comme essentiel. Au moment où tous les politiques sont décrédibilisés, quand on parle aux Français, le maire, ça reste encore leur maire. Et je pense qu'il faut que ça reste comme ça. C'est pour ça que trop politisé et trop considéré que le paysage politique français fracturé doit amener la même chose, parce que certains partis le demandent, dans les villes. Pour moi, c'est une erreur. Si on prend le RN, par exemple, le RN va essayer de présenter des listes dans le plus de villes possible, mais vraiment avec une étiquette RN, avec un marqueur RN, avec l'insécurité, l'immigration comme les deux principaux sujets. Bon, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ça et qu'on soit beaucoup plus ouvert dans ce qu'on va faire. Un tout dernier mot, il nous reste 20 secondes, très rapidement. J'imagine que le MoDem est en ordre de marche. Il y a déjà des listes de constitués. Vous serez candidat vous-même ? Le MoDem est au travail et j'y réfléchis aussi. Voilà, eh bien merci beaucoup, là c'était très bien, c'est très radiophonique, 20 secondes. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Clément Le Ricous, au micro de la matinale de Bretagne 5. Je rappelle que vous êtes conseiller national du MoDem Bretagne et membre du bureau du MoDem en Ille-et-Vilaine, et vous êtes venu exprès pour être en direct au micro de la matinale. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, bonne journée à vous aussi. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.